Alors, on m'a dit de bien parler dans le micro. Donc déjà, je remercie la filière Oscar de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de pouvoir, pour une fois, ne pas être derrière un écran, d'être en vie réelle avec des vrais gens. Ça fait beaucoup de bien. Donc, j'espère rester avec vous jusqu'à l'heure du déjeuner. Il faudra que je file vite parce qu'on a des sujets maladies rares aussi à l'échelle européenne. Et donc, on a une présidence française européenne qui commence en janvier. Il y a des travaux sur ce point-là. Donc, on m'avait demandé spécifiquement d'intervenir sur le diagnostic. Après, dans le plan, il y a énormément d'actions. Bien sûr, dans l'idée des plans, on a la chance d'être en France au 3e plan maladies rares. Il y a eu vraiment une décision politique depuis de longues années et cette décision, elle n'a pas été portée à l'origine par le ministère, elle a été portée à l'origine par les associations de patients, par les cliniciens qui ont en fait remonter ensuite ces besoins vers le ministère. Ensuite, on a eu au milieu des années 90 une impulsion importante. Simone Veil a vraiment voulu impulser ce champ-là, ce qui fait qu'en France, on a une culture de la maladie rare en communauté. On voit bien que la co-construction, c'est quelque chose qui existe vraiment dans cette communauté maladie rare. Et puis, un de nos acteurs majeurs, je voulais quand même le citer, on a bien vu dans toutes les bases de données l'importance des codes ORFA. Et là aussi, c'est en vie réelle, c'est-à-dire que ça bouge, ces codes ORFA. Donc, il y a des procédures, il y a des changements, il y a des groupes de travail aussi pour réviser ces codes ORFA. Donc, il y a un lien important avec Orphanet. Donc, pour l'historique, je dirais que le premier plan avait permis d'orienter avec les centres de référence. Le deuxième, avec les filières de santé maladies rares, on a construit d'abord les fondations, ensuite les murs avec la coordination. Et puis, je pense que l'enjeu du 3e plan maladies rares, et on le voit avec le dernier groupe de travail, cet enjeu va beaucoup porter autour des data, des données de santé, comment on va les partager, et puis l'interopérabilité aussi avec des registres à l'échelle européenne. Donc, il y avait des manques. Il manquait d'abord des manques de financement. Ce 3e plan maladies rares a permis de flécher des financements qu'il n'y avait pas dans les autres plans pour accompagner des appels à projets, vraiment, dans de l'éducation thérapeutique du patient, pour les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, autour de l'errance de diagnostic, des impasses de diagnostic. Donc, on a eu des montants pour pouvoir mettre en place des appels à projets qui sont tous issus de groupes de travail où étaient conviés les filières qui souhaitaient travailler sur le champ, des centres de référence, des associations de patients, à chaque fois, systématiquement, étaient dans ces groupes de travail au ministère pour construire nos appels à projets, que ce soit justement sur les PNDS ou bien sur la formation, sur les plateformes d'expertise maladies rares également. Donc voilà un peu les moyens qu'on a essayé de vous apporter. Ensuite, on a cette structuration à la fois nationale avec nos filières de santé maladies rares, également avec nos plateformes d'expertise maladies rares maintenant, où on souhaite une territorialité plus importante. Et puis, dans la recherche, l'importance aussi de la participation du malade, de l'expert dans cette recherche participative. On voit bien que, également pour des éléments de recherche pure, c'est pas que la démocratie sanitaire et le parcours de soins, c'est aussi le parcours de recherche pour pouvoir avoir des endpoints, je dirais, qui seraient construits vraiment et qui correspondent également à un besoin à couvrir du malade en termes de ciblage. D'où l'importance de tout ce qui est collecte des données des patients directement issus de leur expérience. Donc, des ressources, je ne vais pas rentrer dedans, mais on s'appuie, et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'être là aujourd'hui parce que, en fait, nous, on n'est rien sans vous. C'est l'idée au centre, on a le patient, mais autour, c'est justement tous les acteurs du soin qui vont travailler également autour de ce patient avec les associations de patients et les centres de référence. Et donc, nous, on est un maillon, je dirais, pour pouvoir parfois impulser justement des politiques publiques. Et ce qui est important pour nous, c'est d'avoir en permanence un dialogue, un ajustement, une cohérence par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Et j'ose espérer, mais je pense qu'on a un dialogue constant avec la filière Oscar, avec vraiment une très très bonne interaction. Et elle vous défend bien, et c'est son rôle, mais ce sont des avocats. Les filières de santé maladies rares sont là, comme les associations de patients, pour être avocats
aussi des problématiques qu'on peut retrouver sur le terrain. Donc, simplement 3 ordres d'idées sur cette perspective qu'on pourrait avoir sur l'après-PNMR3. Qu'est-ce qu'on voit émerger dans les enjeux identifiés sur nos maladies rares? C'est l'importance du parcours de diagnostic. Il y a quand même un avant et un après-diagnostic. Donc, on voit bien le lien entre le PNMR3 et puis le plan France médecine génomique. On a également toute une question pour soutenir le parcours de la maladie rare en proximité. C'est-à-dire que venir dans un centre de référence à 400, 500 km, pour avoir un avis 1 fois par an, 2 fois par an, c'est très bien. Mais on a aussi tous les autres jours dans l'année à accompagner. Il peut y avoir des besoins qui sont en fait pour la maladie rare au niveau local. C'est pour ça que les nouvelles plateformes d'expertise maladie rare peuvent aussi apporter en proximité des ressources pour pouvoir mieux accompagner, aider le malade dans son parcours de vie. Donc c'est comme ça qu'on le voit. Et puis le troisième point majeur, et les actions du plan vraiment reflètent cela, c'est que pour une perspective d'un après PNMR3, c'est justement la personne malade, les aidants, comme ressource, je dirais, dans le côté très positif pour pouvoir ajuster, parce que en fait, leur choix nous dit aussi de ce qui est bon par rapport typiquement, le traitement, c'est clair que la compliance est quelque chose de majeur. Donc, comment faire pour qu'un traitement soit adapté et bien pris? Eh bien, ça, c'est quelque chose à construire avec les personnes directement concernées. Donc, et l'ETP participe également à ça, et on a plein d'autres sujets. Donc voilà un peu les trois sujets. Dans ces 3 points que je vous ai évoqués, on a ce qu'on a pu mettre en place avec le 3e plan maladie rare, c'est des actions en amont du diagnostic et puis des actions en aval du diagnostic. Donc simplement, je vais vous les évoquer rapidement, mais en amont du diagnostic, on a eu un très bel exemple, et je suis impressionnée par le nombre de dossiers rendus, ce qui n'est pas toujours évident, mais pour la filière Oscar, c'est vraiment important ce volet-là. Je suis admirative. Donc, par rapport au plan France médecine génomique, il y a une action vraiment très, très forte. On a vu l'importance des arbres décisionnels. Ça, c'est toute une réflexion aussi qu'on a eue en amont du diagnostic. C'est-à-dire qu'on a une action que je présenterai un peu plus dans le détail juste après. C'est-à-dire que nos observatoires du diagnostic, on a besoin parfois de revoir les parcours du diagnostic de patients qui sont suivis dans vos centres, certains étant étiquetés, et c'est tout le travail avec la BNDMR, comme étant sans diagnostic. Mais la question est de savoir, est-ce que toutes les explorations ont été faites? Est-ce que le diagnostic a été jusqu'au bout? Parfois, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on avait eu un pilote avec la filière Finemus qui a pu revoir et reconsidérer des diagnostics et poser par là même des diagnostics sans pour autant envoyer vers les plateformes génomiques. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite aussi, c'est que les échantillons qui partent vers Sequoia et Oragène soient des vraies impasses de diagnostic et qu'on soit certain d'avoir fait tout le parcours avant. D'où l'importance de ces protocoles nationaux de diagnostic et de soins. On a bien ce fameux parcours de diagnostic, cette harmonisation, le fait d'avoir un consensus entre vous, entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, pour être certain que ce parcours de diagnostic soit le même partout. Donc c'est vraiment très important. À chaque fois, dans ce que je décris, dans ces actions du plan, en fait, à chaque fois, c'est ce travail, c'est vous, hein, c'est pas moi. Nous, on a mis les groupes de travail, on a anticipé, on a mis des jurys, on a apporté des financements, mais la vraie valeur de ces actions, c'est votre travail à vous. Donc c'est vraiment important de vous remercier pour cet investissement. Et puis en amont du diagnostic aussi, alors en aval aussi, mais on a toute la formation. Je pense que là où on n'est pas bon pour l'instant, c'est entre la ville et l'hôpital. C'est-à-dire que comment faire pour que la médecine de ville, les spécialistes, le médecin généraliste considèrent la maladie rare, et si c'était une maladie rare, et oriente plus rapidement vers un centre spécialisé. Ça, c'est un enjeu qui est très important. Les filières s'en sont emparées. Mais il faut vraiment continuer dans ce sens-là. L'Alliance Maladies Rares aussi, en ce moment, en région, fait également des réunions dans ce sens-là. Et c'est main dans la main. Il y a eu une avancée aussi par rapport à la formation continue des médecins qui maintenant ont un module maladies rares. Alors, ça ne va pas être les 6 à 8 000 maladies rares, mais au moins une compréhension de
du parcours, de à qui adresser, comment est structuré nos réseaux maladies rares en France. Ça a été une grande avancée et la filière FAI2R a beaucoup travaillé, Erika Chula a beaucoup travaillé dans ce sens-là. On le remercie. C'est aussi vous qui êtes des leaders pour pousser aussi des actions dans l'enseignement, dans la formation qui sont absolument essentielles. Et puis en aval du diagnostic, on l'a évoqué tout à l'heure, nous on a un groupe de travail sur les urgences pour justement éviter la double peine aux urgences, une mauvaise prise en charge aux urgences. Pour certaines maladies, dans des maladies métaboliques par exemple, c'est des questions cruciales. On a vraiment des filières très motivées également, des associations dans ce groupe. Et notre idée est de pouvoir s'aider le plus possible du dossier patient informatisé, d'avoir, quand on arrive dans son centre, un espèce de tagage urgence sur une prise en charge, mais aussi ensuite de réfléchir à comment verser ce DPI dans le DMP, de pouvoir créer un DMP avec un tagage aussi urgence. Dans ces cas-là, quand le patient ira dans un autre hôpital, de pouvoir avoir l'ouverture tout de suite aux urgences de ce tagage, sachant que le DMP a un mode bris de glace où on peut directement casser, je dirais, et accéder aux informations. Donc aux urgences, c'est une procédure qui existe déjà pour le DMP. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille. C'est un travail à faire avec l'ANS, avec également la HAS, avec la CNAM, puisque maintenant c'est la CNAM qui s'occupe du DMP. Et donc on a vraiment quelqu'un motivé à la mission Maladies Rares qui travaille sur ce sujet-là. Et puis on a toute l'impulsion autour de la recherche également. Je ne suis pas revenue sur l'Observatoire des traitements parce que c'était remarquable ce que j'ai entendu. Et donc, j'ai même demandé à Elisabeth, j'espère que ce sera possible. On a notre deuxième réunion sur l'Observatoire des traitements, réunion annuelle le 7 décembre, avec des acteurs également comme la NSM, avec les gens qui sont directement concernés par ces sujets-là. Et donc, j'ai demandé si je pouvais avoir une présentation faite par la filière Oscar sur le début de votre groupe de travail, parce que je trouve que c'est révélateur de bonnes pratiques et de ce qu'il faut faire aussi dans d'autres filières. Alors, certaines filières de santé maladies rares ont peut-être moins l'habitude de traitement. Vous avez aussi une filière où il y a eu des essais cliniques. Cette culture, je dirais, petit à petit, elle arrive. Et c'est aussi avoir des traitements dans sa filière, c'est également très important. Mais on s'aperçoit que le hors AMM dans vos pathologies est aussi essentiel. Et donc, comme il y a des nouveaux cadres CPC, cadres de prescription compassionnelle qui remplacent les RTU, c'est très important d'être vraiment bien positionné pour avoir un peu enfin une officialisation de ce que vous faites en hors AMM depuis des années, ce qui n'est pas complètement satisfaisant de le faire comme ça, sous le manteau. Donc voilà un point important. Et puis on travaille main dans la main avec l'INSERM, avec Avisan, bon, soit sur le plan France Médecine Génomique, soit sur le JPRD également avec Daria. Enfin voilà, il y a des points très importants. Dans le soutien du parcours, c'est toute la question aussi de l'équité territoriale. Je suis revenue sur les appels à projets plateformes d'expertise maladies rares. On a conscience que les centres de compétences maladies rares sont un maillon essentiel et qu'ils n'ont pas de financement. Indirectement, on voit et on soutient beaucoup les filières de santé maladies rares parce qu'on s'aperçoit qu'elles ont un rôle très important de soutien maintenant pour les centres de compétences maladies rares. Pour nous, c'est quelque chose d'essentiel à souligner. On a également les plateformes d'expertise maladies rares qui, dans leur dossier, lors de la labellisation et lors du jury, ont vraiment, pour la majorité d'entre elles, à chaque fois cité le fait d'avoir un TEC, un ARC, sur leur site pour pouvoir aider au remplissage de Bamara. Donc ça, c'est également important. Les plateformes d'expertise maladies rares sont aussi des relais et je dirais que la plateforme B7 qui a donné l'impulsion à cette idée en 2014 pour la suite, pour nous, dans le troisième plan, a déjà cette culture de remplissage des données. Et donc, on a pris aussi modèle sur ce que B7 et Paris-Saclay avaient mis en avant. Donc ça, c'est important. Et puis, l'importance de l'éducation thérapeutique du patient, sachant qu'on a vu qu'avec les modules de e-learning, on arrivait maintenant à maintenir aussi un lien avec le patient
patients à distance. Et pendant la pandémie, ça a été très net au premier confinement. Des filières qui avaient des modules d'e-learning en ETP ont réussi à pouvoir garder contact et justement éviter cet isolement des patients avec ces modules d'e-learning. Donc c'est aussi malheureusement quelque chose qui peut aider dans des concepts, dans ces périodes dramatiques. Et dans la question de l'acteur parcours de soins, dans le troisième plan maladie rare, on a tout ce qui est autour de l'axe 8 qui est fait avec le secrétariat du handicap, la question de la scolarisation du travail. Il y a un très beau sujet que Geneviève va porter, Boja, sur ce fameux accès au travail pour nos enfants devenus adultes et qui se sont formés, qui ont réussi à aller faire des beaux parcours scolaires et qui maintenant vont arriver dans le monde du travail, et comment les accompagner dans ce monde qui n'est pas forcément toujours prêt et bienveillant pour pouvoir les accueillir. Donc comment travailler ce sujet-là. Et puis la question de la qualité de vie, c'est toute la question du parcours de vie, de la vision holistique du malade, et puis tout ce qui est en lien avec les sciences humaines et sociales, tout ce qui va être, je vais parler tout à l'heure des PROMS et des PREMS, donc je crois que, et l'importance des patients experts. Donc c'est là où c'est la question du choix, la question de l'accompagnement du choix. Vous n'êtes pas là pour décider à la place du patient. Ce qui est important, c'est de pouvoir donner les informations pour qu'ensuite le choix libre et éclairé soit fait par le malade, par les temps, parce que ça correspond aussi à son propre choix et à ce qui est important pour lui par rapport à son contexte de vie. Ça, je ne les détaille pas, mais le plan, c'est 55 actions. À la DGOS, là où je suis, on a le pilotage de ce plan. On a 2/3 de ces actions, c'est la DGOS, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des financements directement pour vos centres. C'est comme ça qu'on a porté ce plan. Le reste, ce sont des actions portées par la recherche, la DGCS, par la DGS également. Toute la question du dépistage néonatal est prise en compte par mes collègues du ministère au niveau de la DGS. Et sur l'axe 1, qui est vraiment un axe piloté par la mission maladie rare, qui est l'axe clé, je dirais, de ce PNMR 3, qui est à la fois sur l'errance de diagnostic et les impasses également de traitement, et le fait de manquer et d'avoir encore peu de traitements pour les maladies rares. On a 7 actions emblématiques. Donc vous aurez les slides, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ces actions ont été mises en place. On a fait un peu comme j'ai pris exemple sur mes collègues de la recherche. Je l'ai appelé lettre d'engagement, mais c'était un peu l'idée d'avoir une lettre comme vous avez en recherche pour décrire un petit peu le projet de la filière autour de l'errance de diagnostic et de l'impasse diagnostique. Donc ça, c'est ce qui a été mis en place l'année dernière. On a eu des projets, il y a eu un jury qui a validé les scénarios que chaque filière souhaitait mettre en place. Et donc, on a maintenant 23 filières de santé maladies rares qui sont vraiment complètement organisées pour travailler autour de l'errance et l'impasse diagnostique. Et en plus, on est en train de construire un cartouche génomique spécifique qui n'existait pas dans le set de données minimum maladies rares. Et ce cartouche génomique va permettre, et Arnaud en parlera sans doute tout à l'heure, la BNDMR va permettre de faire une interface encore plus fine entre Bamara et également Sequoia et Oragen, c'est-à-dire qu'on est en train de construire un module pour pouvoir avoir une interopérabilité pour vous plus facile pour la e-prescription, pour le domaine de la génomique. Donc c'est également un champ important. Donc on avait besoin de données qui étaient manquantes pour ensuite envoyer vers les plateformes génomiques. Donc ce cartouche génomique va également servir à ça. Donc on a on a des indicateurs qui ont été demandés. On a eu notre réunion mi-octobre et on a eu un bilan justement de ce travail. Donc on a 2 filières de santé maladies rares qui sont la filière Filnemus et puis Filslan, qui ont choisi d'avoir un recueil complémentaire, donc un set de données, au-delà du set de données maladies rares, un recueil complémentaire de données pour les personnes en errance et impasse diagnostique. Alors ce n'est pas un recueil de recherche à 400 ou 500 items, mais c'est un recueil qui tourne autour de 70 ou 80 items
supplémentaires. Et l'idée étant qu'en fait, et c'est là-dessus qu'on les soutient également dans ce pilote, c'était les premiers pour Finemus, c'est que si on renseigne le mieux possible ces fameux recueils complémentaires, on pourra peut-être adresser plus rapidement des réels impasses diagnostiques et pouvoir adresser plus rapidement vers le séquençage de débit. C'est l'idée de... Et il faut pour cela que l'ensemble des centres remplissent, fassent ce travail. Donc on a vraiment un gros investissement de ce côté-là, Filslan également. Et puis le deuxième scénario, c'est la filière FAI2R et puis FIMARAD. Et puis le troisième scénario, c'est ce qui est repris par 19 filières, qui est surtout, c'est tout l'appui au codage qui a été présenté, les guides de codage, le fait d'une homologéisation, c'est vraiment en fait la qualité de la BNDMR, des données rentrées dans la BNDMR qui est en jeu. Et c'est justement pour pouvoir ensuite utiliser ces données, que vous les utilisiez à des fins de recherche. Arnaud en parlera sans doute, mais il est vraiment à pas long terme, à court terme, il est prévu que la BNDMR soit inscrite au catalogue du S-Data Hub. Donc, c'est toutes les données du système national de données de santé. Et ça, c'est un enjeu énorme pour vous également en termes de parcours de soins et puis parcours de traitement, notamment pour les ORAMM, parce que vous aurez accès comme ça aux données SNIRAM. Donc, ça, c'est important. Donc, simplement un petit bilan rapide, c'est-à-dire que le financement qu'on a pu apporter sur cette action du PNMR 3 a fait qu'au bout d'un an, il y a eu un recrutement d'à peu près, pour l'instant, une cinquantaine de personnes pour vous soutenir dans vos actions sur ce sujet-là. Donc, je pense que la conseillère en génétique, à mon avis, elle est chez vous. J'ai repéré. Donc, vous êtes les seuls, mais il y a aussi d'autres sujets importants pour pouvoir accompagner cette errance et ces impasses diagnostiques. Donc, c'est vraiment important. Et si on veut avoir une équité territoriale, c'est important de soutenir l'ensemble des centres, dont les centres de compétences et, je veux dire, le bout de la chaîne, parce que tout le monde est concerné et un centre de compétences peut être concerné par un patient en impasse de diagnostic où il faut envoyer les échantillons vers la Sequoia ou Aragène. Donc ça, c'est également essentiel. Donc on a eu cette structuration qui est importante. Donc il y a des annuaires, il y a également tout un travail sur les laboratoires de diagnostic, de biologie fait par les filières. Et puis on a bien vu la montée en charge des RCP. C'était quelque chose qui existait très peu avant, qui a été porté avec le 3e plan maladie rare, qui maintenant a été renforcé. Et dans les modélisations que l'on prévoit pour la nouvelle labellisation des centres, et donc pour 2023, dans les items pour valoriser le financement de vos centres, il y aura vraiment un pourcentage sur l'organisation des RCP régionales, encore plus que les RCP nationales. Les RCP nationales sont très importantes, vous y participez, mais le fait de coordonner une RCP régionale, c'est également très important dans cette territorialité. Donc il y avait également ce sujet-là et toute l'importance aussi des DU. Le fait d'être coordonnateur d'un DU, c'est aussi quelque chose qui est à valoriser. Donc on a conscience de tout ce travail et on fait notre maximum pour pouvoir le prendre en compte. Donc ça, j'ai repris cette slide de notre journée observatoire du diagnostic. C'est la filière Tête-Cou et la filière Finemus qui l'avaient présentée. C'est pour vous dire que les filières sont organisées pour travailler sur ce sujet des impasses et de l'errance diagnostique. Et donc, il y a vraiment tout un travail sur l'harmonisation du codage, le data management. Mais pour cela, ça demande un temps complexe, et on le sait, de convention, de recrutement. C'est la partie obscure, mais qui est primordiale pour faire la suite. Et on sait bien que c'est un sujet qui est complexe à gérer avec les établissements. Donc, simplement, ça, une petite conclusion, c'est-à-dire que pour la suite du plan, et on parle toujours d'évaluation du plan, comment on va évaluer ce plan? Je pense que ce plan, il doit être pris en compte avec comment on évalue les actions du plan en fonction de la personne malade. Qu'est-ce que ça lui aura appris, donné en termes d'autonomie, en capacité de faire des choix, comment les mesures du plan auront été construites, comment on aura construit ces mesures avec les personnes directement concernées, comment le partage des données, le partage des
du savoir entre pairs, et puis la remontée du savoir des patients aussi est pris en compte. Et puis, je dirais, cette approche, c'est ce qui peut permettre une équité pour tous, à la fois vous dans votre travail de clinicien, mais aussi pour des malades qui pourraient, pour certains, être très isolés. Et la maladie rare isole, mais alors avec des configuration géographique parfois spécifique. J'ai beaucoup aimé votre investissement potentiel pour l'outre-mer. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Donc, il y a des champs comme ça qu'on doit pouvoir soutenir et renforcer, je pense, dans la perspective du 4e plan maladie rare, qui n'est pas encore voté, décidé, mais que nous appelons tous pour toujours garder cette dynamique en fait de 5 années. Et dans le cancer, ils ont fait une stratégie à 10 ans. Moi, je pense que le fait de garder 5 années, ça nous oblige à travailler dès la première année et d'être vraiment très, très, très sur le terrain, parce que sinon, à la fin, on nous demandera une évaluation au bout de 5 ans et on dira qu'est-ce que vous avez fait. Enfin, et on n'aura pas encore impulsé, et ça demande énormément de travail. Et je le répète, ce travail, c'est le vôtre. Donc vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Et voilà, j'ai pas d'autres mots. Et je suis tout à fait prête à répondre à vos questions, même si elles sont désagréables. Alors, on a du temps pour les questions. Donc, on a 2 petits micros. On va passer dans les rangs si certains veulent poser une question à Anne-Sophie Lapointe. C'est le moment. Soyez pas timide. J'ai une question, Anne-Sophie. Ouais. Nous, on n'a pas beaucoup travaillé sur ce lien que tu as mentionné avec la ville, Oui. c'est vrai. Ça a été quand même bien dit dans le groupe de travail. Je crois que c'est Cyril qui a parlé sur le fait que maintenant, un PNDS serait plus tout seul, mais serait quand même attaché à la carte urgence, aux arbres décisionnels, etc. Donc il y a tout un outil. Et puis, il y a la fiche médecin traitant. Voilà, la Enfin, fiche médecin médecin traitant. généraliste. Voilà, donc il y a tout un outil. Voilà. On a une différence quand même entre les enfants qui sont pris en charge tout de suite quand même en milieu hospitalier. La pédiatrie, elle devient tout de suite très hospitalière, alors que la médecine adulte est beaucoup plus en médecine de ville. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être quelles initiatives ont été peut-être menées dans d'autres filières qui ont été productives ou qui ont... Il y a eu un joli sujet de la filière FCGRE pour la drépanocytose, pour la médecine de ville, justement pour sensibiliser des médecins de ville. Après, ce qui est important, je pense, sur cette action-là, c'est de l'accompagner. En fait, c'est tout ce qui va être DPC, formation continue, c'est-à-dire que la médecine de ville a une obligation de formation. Et donc, à l'époque de la construction du plan, avec Anarat, Orphanet, j'avais pu construire cet axe-là. On avait espéré, ce qu'on voulait, et c'est encore dans les tuyaux, je ne sais pas si c'est réalisable, c'est qu'en gros, le fait de faire une formation diplômante maladie rare pèserait plus par rapport à une formation lambda, rapporterait plus pour un médecin spécialiste. Donc, tous ces sujets-là, je pense que les acteurs aussi majeurs, et toi qui as été très impliqué dans la Société française de pédiatrie, je pense que c'est aussi avec les sociétés savantes qu'il faut le construire, avec les CNP. Il y a vraiment un enjeu important à faire sur cette médecine de ville. Ça, c'est une évidence. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui existent dans les filières et on pourrait faire un point à un copil filière sur ce sujet-là. Si je peux me permettre, il y a aussi le développement des articles 51 qui peut créer des ponts entre l'hôpital et la ville. Oui, avec il y a des très forfait, jolies initiatives sur ce fameux article 51. Donc c'est de l'expérimentation, c'est le fait d'imaginer des nouveaux parcours, enfin de réfléchir à des parcours qui soient efficients entre la ville et l'hôpital. Et donc moi j'ai eu à relire certains articles 51. Pour l'instant, je n'ai pas été du tout sollicitée par nos acteurs maladies rares sur les articles 51. C'était plutôt des acteurs
ou dans le champ médico-social, mais qui concernait une maladie rare. Donc, dans ces cas-là, on me le renvoyait. Donc, à chaque fois, je disais, il faut attention, il y a nos centres de référence, nos centres de compétences. Il faut faire le lien avec ces acteurs-là. Donc, ça, c'était la vision que je pouvais apporter. Mais je n'ai pas vu de sujet qui était complètement... Sauf peut-être la filière Finemus, avec l'AFM Téléthon. En fait, c'est l'AFM Téléthon qui porte un sujet, article 51. Ils ont dû l'ouvrir au-delà des maladies rares. Ils ont été sur des maladies neurodégénératives. Et c'était avec la Corse. Et donc, ils ont un sujet en ce moment avec la Corse là-dessus, avec Marseille et puis Nice, avec tout un travail avec de la télémédecine. Est-ce que vous avez... Voilà. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, j'ai une petite question très pratique qui m'a interpellée. C'est pour les RCP. Donc, nous, dans le cas du centre MOC dysplasie fibreuse, on fait des RCP nationales, donc en passant par chers confrères. Par contre, vous parliez de RCP régionales. Pour vous, ça, parce que pour nous, ça pourrait faire doublon par rapport au RCP national, mais vous disiez que c'était vraiment important de le formaliser. Ça dépend de votre structuration, comment vous fonctionnez. Mais on a des régions avec des centres de référence où il existe des RCP régionales et qui impliquent peut-être plus de spécialistes qui ne sont pas trop dans le champ de la maladie rare, mais qui fait un lien avec pour avoir un avis RCP qui fait un lien avec... Et donc, je trouve que ça participe aussi, là où on le soutient, c'est que ça participe à une diffusion de cette culture maladie rare en proximité avec des acteurs qui n'étaient pas forcément complètement sensibilisés aux maladies rares. Et donc, voilà. Donc, il y a vraiment les deux types de RCP, régional et national. Dans le groupe de travail, c'était... En fait, c'est pas sorti d'un chapeau, c'est vraiment sorti du groupe de travail qui était piloté par mon adjointe sur Pyramide et sur les perspectives à plus ou moins long terme de comment on pourrait affiner les critères, soit les plus justes possibles et qui reflètent vraiment bien l'implication et la participation du centre. Donc, on a effectivement les deux items. Moi, j'ai juste une question sur la manière dont vous pensez l'intégration des PNMR avec les réseaux européens. Je suis ici. Très bien. Essentiel. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. J'ai la chance de pouvoir siéger au board des États membres. Demain, c'est l'après-midi. On a toute la validation du deuxième call des HCP. Donc, le mot final est donné par le board des États membres. On a à construire, on porte vraiment, alors c'est encore sous embargo, donc c'est entre nous jusqu'à décembre, donc on y est presque quand même, l'idée d'avoir un plan ambitieux maladies rares européen qui soutiennent nos réseaux de référence, sachant que les ERN, on a quand même 8 ERN qui sont coordonnés en France, donc un tiers des ERN en France, donc c'est très très important. Il faut aussi leur donner les moyens, donc la France est le seul pays qui leur apporte un poste, je dirais, de project manager. C'est pas le cas des autres pays qui ont des ERN, mais on a un vrai souci, nous, et on le porte cette voix à la Commission européenne, que ces ERN soient mieux dotés, parce qu'ils ne peuvent pas animer des réseaux avec des dizaines de HCP et avoir, par rapport à une filière de santé maladie rare, je dirais 3 fois moins de moyens. Donc, il y a quand même une distorsion par rapport à l'ambition que les ERN portent. Et là, la France, on voit bien, est très moteur sur plein de champs différents dans les ERN. Il y a beaucoup sur la formation, beaucoup sur les guidelines, les bonnes pratiques et tout le travail qu'on fait pour les PNDS. Pour moi, sont vraiment des travaux remarquables à porter ensuite à l'échelle européenne, sachant que l'inverse est fait aussi de guidelines européennes qui ensuite sont appliquées
en France, mais c'est une respiration et c'est quelque chose qui, de toutes les manières, existait avant que les ERN soient là, dans le sens où moi je connaissais plus les maladies métaboliques et il y avait la Société internationale des erreurs innées du métabolisme, ensuite décliné au niveau européen et après au niveau national. Et je crois que ces ERN s'appuient aussi sur ce qui pouvait déjà exister de travaux collaboratifs dans les maladies rares via les sociétés savantes. Donc ça, c'est vraiment très important. Merci beaucoup. Donc on a vu qu'effectivement, on améliore grandement le diagnostic. Aujourd'hui, les errances, on va retravailler énormément sur les ORAMM pour essayer de caler tout ça. Mais est-ce qu'il y a une vraie réflexion sur les nouvelles thérapies et la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui par ce diagnostic, on arrive à cibler de plus en plus des populations à façon quasiment avec de la médecine personnalisée, mais aujourd'hui les mettre sur le marché, ça devient quasiment impossible parce que les structures nous permettent pas justement d'aller jusqu'au bout vu le prix des essais cliniques, etc. et du développement. Donc est-ce qu'il y a aussi une réflexion pour la suite, pour ce qui va venir, sur de l'aide justement pour les universités ou les SAT pour avoir des soutiens pour faciliter justement ces développements-là? Oui. Alors, il y a un engagement énorme par notre président de la République depuis fin juin, début juillet, sur un plan ambitieux sur les biotechnologies, sur l'investissement. Et toute cette partie-là est pilotée dans le plan maladies rares par le ministère de la Recherche. Et en fait, ça a ouvert des perspectives très importantes de financement à la clé pour justement passer de la preuve de concept à des essais cliniques, etc. Sachant que dans les biotech, pour avoir auditionné le président de France Biotech, sur à peu près 800 biotech françaises, il y en a 25% qui ont un médicament avec une désignation orpheline. Donc notre sujet maladie rare est quand même très important dans leur milieu-là. Donc il y a un accompagnement, là c'est du côté du ministère de la Recherche, mais notre plan est soins et recherche. Et puis, on a une réflexion aussi. On ne m'avait pas demandé aujourd'hui de trop creuser la partie labellisation, mais il y a une réflexion aussi pour le prochain plan maladies rares, c'est-à-dire qu'on a des exemples. Alors, je vais le citer. C'était dans la filière muco, entre le centre de référence coordonnateur et les sites constitutifs, d'avoir une vraie dynamique autour des nouvelles thérapies qui sont arrivées dans la muco et que le financement qu'on apporte pour la coordination d'un centre coordonnateur a servi à aider ce travail entre centre coordonnateur et centre constitutif pour ces médicaments innovants, pour ces thérapies innovantes. Et donc, c'est quelque chose qu'on a en réflexion dans l'appel à projet des centres de référence qui sera publié mi-mai. C'est de rajouter pas quelque chose de très compliqué, mais qu'il y ait cette idée un peu de mode de projet entre un centre coordonnateur et des sites constitutifs, et le fait de pouvoir s'emparer de différents projets. Ça peut être la transition enfant-adulte, ça peut être la grossesse, ça peut être... voilà, c'est quelque chose qui serait un plus pour donner une dynamique entre centres et les médicaments innovants, tout ce que ça implique d'organisation, on voit, est complexe sur le terrain et pourrait participer, pourrait financer cette action-là. Donc on y pense, parce que ces retours-là, je l'ai eu aussi par la filière Fidemus pour quelqu'un très impliqué dans de la thérapie génique pour la SMA. Et je dirais que sur une semaine de 5 jours, eh bien, elle a 2 jours sur 5 qui sont consacrés à ces essais cliniques sur la SMA pour 8 patients. Donc, et en même temps, elle est centre de référence et il faut pouvoir suivre le reste. Donc c'est compliqué. Et il n'y avait pas de moyens forcément dédiés pour ça au niveau hospitalier. Donc ça, c'est un sujet. On a une petite question de Tristan. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'ai une petite question peut-être un peu provocatrice, mais est-ce que dans le prochain plan maladies rares national, s'il y en a un, il y a des pistes de réflexion sur les petits différends qu'il peut y avoir de temps en temps entre le financement apporté à un centre et les services financiers hospitaliers qui ne nous permettent pas d'utiliser l'argent qu'on a pour faire ce qu'on veut, voilà. Des fois. Voilà. Je te laisse répondre, Anne-Sophie. Non, Merci. Alors ça peut pas être écrit noir sur blanc. Nous, ce qu'on a fait, et j'ai beaucoup de bureaux à la DGOS qui sont épatés qu'on ait réussi à avoir ça,
On est depuis près de 3 ans très très transparent sur les financements de chacun d'entre vous, sur les dotations. Donc déjà, ça c'est le message qui est passé avec les directions des différents hôpitaux, qu'il est important que les centres soient au courant de leurs dotations. Ça déjà, ça met un peu plus d'égal à égal sur l'information de qui a quoi, etc. Donc c'est important. On privilégie, alors je sais que c'est un gros mot, mais, et que vous avez autre chose à faire, mais c'est important d'avoir du lien, ce qu'on appelle le dialogue de gestion. Mais parfois, il est peut-être que dans un sens, mais il faut essayer le plus possible de l'avoir. Et on a ce fameux courrier où on envoie à chaque direction hospitalière les financements, qui est signé par la directrice générale de la DGOS. Et la dernière phrase est très explicite en disant que l'argent doit pouvoir aller jusqu'au bout vers le centre de référence. Donc après, nous, on ne peut pas être coercitif à partir du moment... On ne peut pas à la fois vouloir... C'est la même chose pour les ARS. On ne peut pas imposer à une ARS quelque chose. C'est à la fois l'autonomie, une certaine... Si on veut une certaine régionalisation ou délégation, et les directions hospitalières sont... quand l'argent rentre chez eux, c'est ensuite eux qui font la répartition. Donc, nous, on rappelle l'importance que les fonds aillent jusqu'au bout, notamment quand ces fonds, en plus, sont liés aux actions du plan. C'est-à-dire que nous tout l'argent, on le donne chaque année. On est à 100% de notre enveloppe, on a tout dépensé. Et après, si les actions du plan, on est très clair, si les actions du plan plantent parce que l'argent n'a pas été jusqu'au dernier bout, d'abord, ce sera dans le rapport d'évaluation du plan, ça c'est évident. Donc je ne pense pas que ce soit un message très bon. Donc ça, c'est important que les directions se rendent compte de l'implication qu'elles ont là-dessus aussi pour la réussite du plan. Et puis ensuite, j'ai les 23 filières de santé de maladies rares. On a un entretien individuel chaque année pendant presque 2 heures sur les fonds qui arrivent à la filière, mais ça permet aussi de parler des centres. Et donc, très souvent, elles sont accompagnées par leur direction financière. Et comme on a des filières dans plusieurs sites, ça permet d'avoir quand même une information aussi dans un dialogue très, très constructif de importance que les moyens soient donnés au centre. Ça, c'est sûr. Mais on sait très bien. Et c'est très inéquitable. Il y a des moyens, il y a des centres qui ont très peu de charges, qui touchent tout. Il n'y a pas de règle. Sincèrement, il n'y a pas de règle. Mais moi, ma seule règle, c'est que il y a 3 ans, la situation était très, très complexe. Et en ce moment, il semble que voilà, ça progresse quand même. Ce fameux dialogue de gestion progresse et c'est mieux. Mais c'est pas parfait. Encore. On est dans une démarche, on va vers d'amélioration. Une dernière question et puis après on va passer. Oui, merci beaucoup. Comme actrice, je suis à Strasbourg, comme actrice du dernier bout de l'Est, en centre de compétences, j'étais très contente que vous disiez qu'on était important et que vous avez évoqué qu'il y aurait peut-être des arcs parce que honnêtement, les centres de compétences, c'est une solitude complète. Et je pense que l'aide est importante pour continuer. Alors, c'était déjà très sympa d'entendre dire qu'on était important. Ça m'a fait très plaisir. C'est un vrai soutien. Oui, d'accord, mais voilà. Dans le travail de clinicien, le temps passé avec le patient est essentiel et il prend beaucoup de temps et on ne peut pas le cloner pour la saisie des données et pour tout le reste. Et donc, ça m'intéresse beaucoup. Alors, en fait, je ne voudrais pas... après, évidemment, la filière est souveraine sur l'utilisation de ces fonds. On a des filières, notamment la filière muco. On a évoqué tout à l'heure des registres. Nous, on a un très, très joli travail pour éviter la double saisie, c'est-à-dire que le registre muco est fondamental. Et donc, on est en train de travailler avec... c'est la filière muco travaille avec la BNDMR pour pouvoir avoir une extraction du set de données minimum maladies rares qui soit dans le registre muco, ce qui permettrait d'avoir déjà tous des items qui sont quand même importants pour leur registre, qui soient facilement renseignés. Donc, ça fait déjà un temps en moins. Et donc, ils ont mis en place, je crois, 7 architectes sur l'ensemble du territoire pour faire ce travail de reprise de données, de pouvoir faire ce lien entre le registre muco et le registre et la BNDMR, le set de données minimum maladies rares. Et ça
ça touche tous les CRC, tous les centres de ressources et compétences. Donc c'est dans l'idée d'aider par ce biais-là. Et tout à l'heure, vous aviez évoqué des registres, la mise en place de registres nationaux. Là, je vous mets un warning. Il faut vraiment voir ce côté-là, ce qui se fait avec le registre bucco, dans le sens où c'est essentiel, ces registres de recherche. Et pour vous faciliter la vie, il y a peut-être des choses qui sont déjà rentrées dans la BNDMR, dans Bamara, que vous pourriez facilement déjà pouvoir avoir dans ces registres-là, ce qui va vous faire du temps de saisie en moins, puisque vous avez déjà 70 items qui seront déjà facilement extractables et remis facilement. Donc, c'est un point important. Voilà. Juste une micro-question concernant les centres de compétences. Bonjour Anne-Sophie, Karel Vénistan. Ah, salut. La relabellisation des centres de compétences aura lieu en même temps. Oui. Et on aura la possibilité de proposer d'autres centres de compétences en même temps aussi. Alors, Karel, oui. Je rappelle que il y a des seuils et que pour être aussi site constitutif, il y a des seuils en activité, en publication, en recherche, etc. Moi, j'irai encore plus loin dans ta remarque. C'est que je pense que quand même, pour le SED non vasculaire, et on voit bien les soucis qu'il y a, et notamment avec des centres de compétences qui n'ont pas de moyens, peut-être que certains centres de compétences peuvent monter en upgradé pour pouvoir avoir des moyens aussi pour, entre le centre coordonnateur et d'avoir plus de sites constitutifs, parce qu'on voit bien qu'il faut du temps humain, il faut des hommes et des femmes, et que si ces centres de compétences, ils n'auront pas de temps humain et tant d'hommes, alors qu'on voit des services qui vont exploser, parce que tu nous l'as toujours très bien décrit, des files actives de gens qui sont à la CNAM souhaitant une réévaluation du diagnostic, et vu qu'on a des acteurs qui vont faire des surdiagnostics, on sait bien que vos centres sont en très grande souffrance pour pouvoir suivre les SED non vasculaires. Et donc, au vu des files actives qui peuvent être très, très importantes, je pense que les critères, ils sont là pour être un site constitutif. Il faut juste bien les impliquer quand même dans des publications, des projets de recherche, les DU, voilà, tout ce côté-là devra quand même être versé dans le dossier. Donc, ce n'est pas forcément l'ensemble des centres de compétences qui pourront devenir sites constitutifs, parce que là, ce sera quand même très important, mais certains centres de compétences qui sont déjà en difficulté, mais avec des grosses files actives, je pense que, Karel, tu peux presque aller plus loin quand même. Mais ça, c'est un travail qui se fait avec Agnès et avec la filière. Merci. Non, c'est un point très important. On avait déjà commencé à en discuter, mais effectivement, voilà, c'est un travail qu'on va continuer à faire. Bien sûr, ça peut bouger. Après, c'est les dossiers. C'est pas nous qui évaluons les dossiers. Ces dossiers sont évalués entre pairs, avec un volet soins, un volet recherche. Il y a 3 personnes qui évaluent chaque dossier. Donc, et ensuite, il y a un jury. C'est un travail qu'on a déjà commencé. La filière a déjà travaillé sur cette labellisation depuis quelques mois, et on va continuer pendant l'année qui vient à travailler sur ce projet de relabellisation. Donc merci beaucoup Anne-Sophie de ta présentation, d'être venue de la DGOS pour présenter toutes ces données et puis nous parler. C'était très important qu'on ait ta voix. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, on accueille donc Arnaud Sandrin et je ne sais pas si Céline est là aussi. Non, bon, finalement, c'est d'accord, c'est vous qui présentez. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Et d'abord, merci beaucoup de me donner l'occasion de faire un petit topo sur la BNDMR. Je vais parler donc de relabellisation, de l'axe diagnostic et de l'accès aux données. N'hésitez pas à me... Enfin, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse plus ces questions à la fin ou si... Enfin, en tout cas, si vous levez la main, je le verrai. Si je rappelle juste un tout petit peu la BNDMR, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ce set de données minimum maladies rares qui a été défini en 2013, qui est devenu le Common Data Elements. Le Common Data Elements européen, c'est une sous-partie de ça. Et ça inclut donc les données que vous voyez là, donc certaines données médico-administratives, les activités dans vos sites, et d'autres données épidémiologiques, notamment le diagnostic et les signes cliniques.
un set de données minimum. Pour autant, les signes cliniques, je peux renseigner les 13 000 signes de la terminologie HPO. Donc en réalité, on peut avoir une description assez poussée. Les différentes briques que vous connaissez, mais je les resitue pour qu'on parle bien de la même chose. Vous avez, il y a eu CEMARA tout en haut à gauche, qui était le point de départ, un certain nombre de centres qui avaient choisi de financer ce projet, qui est devenu le projet BNDMR. Alors pour des raisons aussi d'évolution de la réglementation, d'un certain nombre de changements, on n'a pas pu simplement étendre CEMARA à tout le monde, et donc on est parti vers un système à 2 étages. Un étage, je dirais, dans le soin, qui est soit via mon dossier patient informatisé, ce qu'on appelle le DPI, c'est donc Orbis à la PHP, Easily à Lyon, Sillage à Lille. Voilà, pour parler très concrètement. Donc soit j'utilise ces logiciels-là, soit j'utilise une application. Là, c'est un peu plus embêtant. Je dois me connecter sur Internet à cette application. Elle s'appelle Bamara et elle me permet de renseigner ces données. Ça, c'est ce qu'on appelle, d'un point de vue réglementaire, de m'étendre un peu là-dessus, mais le cadre du soin. Donc sur les données de Bamara comme sur le DPI, comme vous le savez, tout votre hôpital ne peut pas voir vos données. Bien sûr, les autres hôpitaux peuvent encore moins voir vos données, etc. Il y a une ségrégation. À l'inverse, il y a le nom, le prénom du patient formé dans le cadre du soin. Ensuite, ces données, elles intègrent toutes l'entrepôt de données de santé nationale, la BNDMR, bien sûr, sans le nom et le prénom du patient. Et là, elles peuvent être utilisées à des fins de recherche. Donc, bien sûr, il faut aussi que le patient ne s'oppose pas. Alors justement, je commence par le taux d'opposition, qui est un sujet sur lequel, là, on est coincé sur un plan purement réglementaire. On a été, vous le savez, dans le set de données minimum, il y a une petite case qui s'appelle « Le patient ne s'oppose pas à la réutilisation de ses données en recherche ». Chaque base de données de recherche procède un petit peu différemment, mais le fait d'avoir une case « Le patient ne s'oppose pas » est manifestement un problème et on s'en rend de plus en plus compte. Vous voyez qu'il y a certains sites, là en gros, sur l'axe des abscisses, c'est tous les sites, les 2200 sites maladies rares, plus exactement un peu plus de 1000, ceux qui saisissent des données dans la BNDMR, et le pourcentage des taux d'opposition. Donc, vous voyez, certains sites ont un taux d'opposition à 100%. Donc, alors, typiquement, l'explication, ça peut être, moi, cette case, franchement, je ne comprends pas du tout ce qu'elle veut dire, ou le patient, je n'ai jamais le temps de l'informer, ça m'agace, donc je renseigne jamais la case. J'affirme que le patient ne s'oppose jamais. Il y a certains sites qui ont 0% d'opposition. Franchement, ça peut arriver, puisque selon différentes études, ça peut être 1,5% des patients qui veulent vraiment s'opposer à leurs données, donc c'est quand même une petite proportion. 0, ça paraît très faible. Là, ça peut être l'autre cas de figure, le médecin qui dit, bon, moi, cette case m'agace, mais l'un dans l'autre, j'ai quand même envie qu'on puisse se servir de ces données en recherche, je la coche à chaque fois. En tout cas, c'est pas le paysage du tout qu'on veut, puisque le paysage qu'on veut, ça serait grosso modo entre un peu plus de 1 et un peu moins de 1% pour tout le monde. Ça serait, c'est ce à quoi on s'attendrait. Et même peut-être un peu moins, puisqu'on dit parfois que les patients dans les maladies rares sont plutôt plus ouverts à la recherche que les patients dans les autres maladies. Même ça, je ne prétends pas que c'est une affirmation scientifiquement démontrée. En tout cas, voilà. Bon, dans la filière Oscar, c'est 7%, mais vous voyez, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. D'un site à l'autre, c'est très variable. Donc, on a décidé, avec notamment Marie-France Mamzer, qui est professeure d'éthique à l'Université de Paris, et Marie-Christine Jolan, qui est la directrice du LIMIX, de lancer une étude. Peut-être que certains d'entre vous y ont répondu. Vous voyez le lien, vous pouvez y répondre. Elle s'adresse à vous. Elle s'appelle ITOPO. Pourquoi ? Pour item d'opposition à la réutilisation des données. Et alors c'est important, item d'opposition, c'est que vraiment, ça peut paraître idiot, mais c'est pas vraiment une étude sur est-ce que les patients veulent vraiment s'opposer. C'est une étude sur qu'est-ce qui se passe quand on met une case à cocher sur l'opposition. Bon, vous pouvez dire que je suis un peu long là-dessus, mais pourquoi je vous embête là-dessus ? Parce que derrière, c'est quand même capital. Que les patients qui veulent vraiment pas que leurs données soient utilisées, qu'on soit sûr qu'on les utilise pas. Et 2, que par contre, les patients qui ont envie que leurs données soient utilisées, on soit sûr qu'on les utilise. Donc, d'où le fait qu'on a vraiment envie là-dessus d'aller au bout de ce sujet, et vraiment, vos contributions sont les bienvenues. On a déjà un grand nombre de réponses, mais l'étude est encore ouverte pour quelques jours. Ça fera l'objet d'une publication. Alors, autre point. Donc là, je bascule sur un autre sujet. Donc, j'avais présenté dans la première diapositive il y a 2 modes de saisie. Le DPI, donc Orbis, Easily, Sillage, Axigate, Crossway, voilà, et Bamara. Là, vous voyez la répartition en nombre d'activités, en disant que c'est un proxy de l'inclusion dans la BNDMR, du nombre de patients. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que la partie rouge, c'est l'application web, Bamara. La partie bleue, c'est le DPI. Donc, vous pouvez voir que le DPI a considérablement accru. Aujourd'hui, 30% des inclusions dans la BNDMR, en gros, se font directement dans votre logiciel à l'hôpital. J'espère que ça vous fait gagner en confort. Certainement pas au début.
certainement quand même de plus en plus à mesure qu'on l'utilise, puisque vous n'avez donc pas à ressaisir le nom, le prénom du patient, aucun aspect administratif, et vous n'avez pas besoin de vous connecter sur une application, etc. Donc on voit que ça prend, mais le chemin est encore un petit peu long. Forcément, c'est pas, d'un point de vue informatique, c'est pas malgré tout si simple. Voilà, alors les étapes pour le mode connecté, rappelons-le, c'est la mise à disposition, enfin il y en a deux, il y a la mise à disposition d'un formulaire qui permet de saisir les données, et ensuite les données nous sont envoyées. Et aujourd'hui, j'ai cité, il y a Orbis à la PHP, Easily, il y a plusieurs établissements qui l'utilisent, et Sillage qui dispose pleinement de ces deux étapes. Et il y a d'autres établissements où vous avez déjà, à Limoges par exemple, alors vous pouvez déjà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Limoges, vous pouvez déjà saisir dans votre outil les informations. Elles ne remontent pas encore chez nous, mais ce sera à terme. Ici, vous voyez justement un point d'étape sur où on en est sur les différents établissements de votre filière. Donc à Marseille, Brest, Limoges, Angers, Clermont-Ferrand, Dijon, Montpellier, Nancy, Strasbourg, Bordeaux, Rennes et Toulouse. Là, je n'ai pas cité toutes les villes sur lesquelles vous êtes présents, j'ai cité les villes sur lesquelles votre hôpital a bénéficié d'un financement du ministère de la Santé pour justement déployer quelque chose dans le DPI. Dans ces différentes villes, il y a différents logiciels qui sont utilisés et il y a donc ces deux étapes. Est-ce qu'un formulaire est disponible et est-ce que les données ensuite nous sont envoyées dans Bamara? Bon, je vous laisserai regarder en détail et si toutefois vous avez des questions du coup sur un point précis, n'hésitez pas. Voilà, donc j'ai terminé un petit peu cette introduction sur la BNDMR dans cette très grande largeur, sur la relabellisation. Alors, la labellisation, ça a l'air de rien. Ça a quand même beaucoup progressé entre la première labellisation et la deuxième. Ça a progressé. Moi, je m'intéresse à l'aspect un peu technique, mais du coup, je vous le dis parce qu'ensuite, ça a des répercussions, vous, sur vos dossiers. Ça a progressé dans le sens où maintenant, c'est beaucoup plus clair ce qu'est un site maladie rare. Un site maladie rare, c'est un hôpital, un rattachement à un centre de référence, un médecin. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui me manque? Ah oui, et un statut du site. Est-ce que le site est coordonnateur, constitutif, compétences, voilà. C'est ces quatre choses-là. Là, je crois savoir qu'il y a peut-être certaines personnes déjà dans la salle qui disent ah oui, on est embêté. Puisque par exemple, là, je crois à Caen et à Rouen, il y a un sujet. Il me semble qu'à Toulouse et à Montpellier, il y avait également un sujet de ce type-là, où on souhaite justement essayer de pas être pile poil dans ce moule-là et dire ça nous embête qu'un site soit pile poil un hôpital. Bon. Alors voilà, malheureusement c'est comme ça. Alors après, pourquoi c'est bloquant ces trucs-là? C'est parce que comme j'expliquais un peu plus avant, au niveau du soin, Bamara et le DPI, encore une fois, je suis à Easily, à Saint-Étienne. Vous savez que quand on est à Saint-Étienne, il n'y a aucune chance qu'un médecin de Necker accède aux données à Saint-Étienne. C'est comme ça, c'est séparé. Un hôpital développe son logiciel, mais les médecins des autres hôpitaux ne peuvent pas y accéder. Le seul cas où ils peuvent y accéder, c'est s'il y a une convention hospitalière. Et là, vous voyez bien qu'effectivement, on entre tout de suite dans des considérations scabreuses qui prennent beaucoup de temps. Enfin, forcément, voilà, c'est assez complexe. Donc, d'où l'intérêt de vraiment privilégier, c'est plutôt une opportunité de la relabellisation là-dessus, de rester vraiment pile poil dans ce référentiel-là. Si vous êtes à Caen, une équipe, et à Rouen, une équipe, le mieux, c'est de faire deux sites, tout simplement, rattachés au même CRMR. Voilà. Aujourd'hui, donc, il y a 2222 sites maladies rares. Qui est donc le premier bout de ce petit quadruplet, c'est le centre, et il y a 110 centres. Voilà, en fait, j'avais un peu déjà divulgaché ce que j'allais évoquer après. Enfin, là, donc, vous avez deux centres chez Oscar, CAP et MOC, bien sûr. Voilà, dans Bamara, tous les sites MR du centre MOC, comme je l'ai dit, dans le quadruplet, la première étape, c'est le centre, donc le nom du centre, c'est MOC. Voilà. Et donc, la question qui peut se poser pour vous, puisqu'il y a ce problème par rapport à ce que j'évoquais juste avant, comme dans mon quadruplet, l'hôpital, ça dépend du site. Le nom du médecin, ça dépend du site. Le statut, ça dépend du site, mais le premier bout, c'est le centre. Bon, comme le centre, j'ai que MOC, j'ai pas MOC, j'ai pas MOC-ZNV, j'ai pas MOC-DF. Bon, c'est vrai, dans le nom de votre site, impossible de faire apparaître cette composante-là. Donc, vous pourriez, par exemple, dire, on bascule sur 4 CRMR. Bon, ne serait-ce que pour faire apparaître ça dans le nom du site. C'est totalement à votre main. Par contre, c'est important de rester dans cette coquille-là pour éviter des trucs ensuite du type convention interhospitalière. Voilà.
Donc ça, je l'ai évoqué. Un même médecin. Alors, une petite. On va juste. Je pense qu'il y a une petite question sur ce sujet. Désolé, on interrompt tout de suite parce que. Pour revenir sur la diapositive d'avant, c'est vrai que nous, c'est vraiment là, c'est vraiment une question qu'on repose sur la prochaine relabellisation, là, hein, de revenir à la configuration MOC-SED, MOC-DF et MOC tout court, hein, parce que absolument. Cette organisation actuelle a été demandée par le ministère. C'était pas notre volonté. Oui, oui. Mais depuis, avec Valérie, on avait eu des réunions avec le successeur de celle qui avait fait cette organisation-là, où on avait été tout à fait d'accord pour qu'il faille bien spécifier ensuite la différence pour le MOC et avoir justement... je me souviens de réunions avec Valérie au départ. Et voilà, donc ça, c'est important. Après, nous, on n'a pas pu publier le nouvel arrêté avec les nouveaux noms. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est pas effectif, mais sur le principe, c'est tout à fait accepté. Donc il faut construire votre projet pour la nouvelle labellisation avec cette visibilité. Donc, il n'y a aucun problème. Cette diapositive, elle est très importante pour nous. Il faut la garder pour la labellisation. Exactement. Ce point-là, il est très, très important. Possible ou pas, ça ce sont des questions qui nous auraient été posées. Est-ce qu'un même médecin peut être référent pour 2 sites maladies rares différents dans un même hôpital? Oui, d'ailleurs c'est le cas. Oui, c'est le cas de pas mal. 2 sites peut-il y avoir 2 sites constitutifs d'un même centre dans un même hôpital? Là, la réponse est non. Hein, c'est un peu la même question. Est-ce qu'on peut avoir deux services de rhumatologie dans un même hôpital? Voilà. Donc là, typiquement, 2 sites experts vraiment dans le même centre de maladies rares. Ça, on ne peut pas. Est-ce qu'un site constitutif MOC-MOC et un site constitutif MOC-DF dans le même hôpital sont possibles? Eh bien, non aujourd'hui, puisque, en fait, aujourd'hui, encore une fois, MOC-MOC et MOC-DF, ça ne se voit pas. Ce qui se voit, c'est MOC. Et comme je viens de le dire, on ne peut pas avoir 2 sites MOC dans un même hôpital. Par contre, je peux bel et bien, si ensuite on fait ce qu'on vient de dire dans la diapositive précédente, faire ça. Et 2 sites constitutifs d'un même centre, dans un même GH de la PHP, mais dans des hôpitaux différents. Si là, vous avez compris ce que je viens de dire, je vous félicite. Moi-même, je m'y perds, mais en tout cas, c'est possible. Heureusement, c'est écrit sur la diapo. Voilà, les situations complexes, donc il y a, elles sont complexes beaucoup en partie pour nous, donc ça, quelque part ça vous regarde pas, mais nous c'est toujours un peu compliqué, les fusions, les divisions de sites, les changements d'hôpital. Donc nous à chaque fois on fait ce qu'on peut pour essayer d'apporter des solutions, puisque derrière c'est des cas très concrets où du coup pour la file active, pour le repérage des patients, pour ne pas avoir à ressaisir les patients, c'est à chaque fois des sujets qui sont importants pour vous, et donc nous on essaie d'apporter des solutions, mais c'est pas toujours simple pour nous. Si tu m'autorises, apporter une petite précision. En fait, pour une question d'équité, je dirais, entre Paris et les autres régions, on s'aperçoit que pour certaines... Je ne sais pas si ça concerne la filière de santé maladies rares Oscar, mais en fait, à Paris, on va avoir des hôpitaux pédiatriques et puis des hôpitaux d'adultes. Et finalement, on va avoir des services avec un service adulte du centre de référence, un service enfant. Et il y aura eu la possibilité d'avoir les 2 sites. On a des hôpitaux qui font une activité importante pour des enfants et pour des adultes, mais qui sont sur le même site. Par exemple, à Marseille, à la Timone. Et donc, dans l'esprit, c'est qu'on mettra une petite souplesse, sans doute, pour la prochaine labellisation, dans le sens où s'il y a un vrai projet porté par la filière et avec un vrai travail aussi entre les 2 sites qui y auraient sur un même établissement, comme c'est pas le même malade qui est vu, l'un c'est un enfant, l'autre c'est un adulte, mais en même temps, si le centre enfant, par exemple, qui n'existait pas, a pourtant une grande file active, fait de la recherche, a des publications, il n'y a pas de raison de ne pas valoriser ce travail-là. Donc on va quand même autoriser, donc il faudra peut-être mettre dans la dénomination enfant-adulte pour pouvoir repérer, parce que ce n'est pas le même centre, il n'aura pas le même nom. Et donc ça pourra se voir sur certains hôpitaux sous condition qu'il y ait la file active, les publications, les projets PI, etc. Tout ça, on reste dans les mêmes actions, mais c'est pour pouvoir mieux valoriser le travail qui est fait, en fait. Donc, je dis que voilà, ça met un peu le bazar, mais pas complètement. C'est-à-dire que c'est assez logique
Voilà. Et à Paris, parce que quand j'ai présenté ça à Marseille l'autre jour, ça a fait peur. Et je dis, mais finalement, vous êtes gagnant. Vous pourrez avoir 2 sites, alors qu'à Paris, on a des hôpitaux pédiatriques, des hôpitaux d'adultes. Donc, eux, ils ont le droit de le faire. Donc, c'est quand même un peu paradoxal. C'est pas le même malade qui coordonne, c'est pas le même médecin qui coordonne, surtout. Donc, c'est 2 coordonnateurs, un pédiatre et un médecine d'adulte. Donc, voilà. Merci Anne-Sophie. Ouais. Sur votre diapositive précédente, donc vous disiez tout à l'heure l'importance des prises en charge en région. Donc, si on veut faire, par exemple, une association donc, dans notre région qui est Toulouse-Montpellier, on pourrait imaginer qu'un des sites soit constitutif de phosphocalcique et l'autre site soit constitutif de MOC en associant les hôpitaux, les 2 hôpitaux. Donc, c'est votre solution proposée, là. Ouais, en fait, c'est plutôt 2 sites. Enfin, là, il n'y a pas besoin d'associer les 2 hôpitaux. C'est-à-dire, il y a 2 sites qui sont labellisés chacun. Oui, sauf que la grosse question là-dessous, c'est que c'est bien d'être centre de compétences, qu'on dit, mais c'est qu'on n'a aucun moyen. Donc, l'intérêt que les 2 sites soient associés sites constitutifs, ça te permet de déclarer ces patients dans le site constitutif et non pas centre de compétences où il n'y a pas de moyens. Mm. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Malheureusement, c'est là où c'est toute la difficulté, quoi. C'est que, enfin oui, je parle sous le contrôle du ministère, mais on est dans une configuration qui est plutôt non autorisée. C'est-à-dire ce qu'on privilégie, c'est vraiment hôpital par hôpital. Parce qu'en province, on n'a pas, enfin en région, on n'est pas tout à fait pareil qu'à Paris. Ils sont souvent, en fait, c'est les mêmes médecins qui font tout, en fait. Donc ils font phosphocalcique, MOC, dysplasie fibreuse et l'air dans l'os non vasculaire. Mais en fait, alors qu'on a des financements que pour une activité, donc ça pose un gros problème. Oui, mais ce sujet-là vous est remonté surtout avec la filière. On avait eu le sujet avec la filière Andirard, avec Alain, je me souviens, Verleus. Après, effectivement, dans ces cas-là, l'activité, puisque ça n'empêche pas de rentrer mais tout ce qui va être activité, comme vous avez votre part variable qui est fonction de cette activité, il y a tout intérêt de le rentrer par rapport au centre qui est financé, que le centre de compétences qui n'est pas financé. Donc la question après... Après, je dirais c'est le moule de la labellisation qui est fait comme ça. C'est le moule de la labellisation qui est fait comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de possibilité de dire bon, nous regardez, on doit quand même être centre de référence parce que de fait on voit beaucoup de patients avec des maladies rares, mais du coup on les voit dans plusieurs spécialités, on va dire, en tout cas dans plusieurs CRMR. Bon, mais ça, on le voit sur un seul site. C'est vrai que c'est pas une chose qui est prévue. Après, il y a les deux enjeux. Il y a l'enjeu de quelles sont les règles de la labellisation et il y a l'enjeu de quels sont les financements dont bénéficient effectivement pour l'instant que les centres de référence. Donc là, c'est vrai que les deux se télescopent un petit peu, puisque je pense que les règles de la labellisation sont plutôt pertinentes dans la façon dont elles sont dessinées, et c'est bien hôpital par hôpital. Et ensuite, le financement, malheureusement, à un moment donné, il y a un gros effet de seuil entre je suis centre de référence versus centre de compétences. Et c'est vrai que malheureusement, c'est le télescopage des deux qui Je voudrais rajouter un petit détail par rapport à ce qui vient d'être dit, en particulier entre Montpellier et Toulouse. Le gros effort que nous faisons en ce moment, c'est quand même aussi de coordonner nos activités au niveau de la région, qui a quand même du sens, puisque c'est la région Occitanie. Et donc, il y a un aspect territorial, je pense qu'il ne faut pas négliger. Alors, certes, on est dans des carcans un peu de dire on ne peut pas faire comme ça parce que... Mais Thomas-Édouard a raison. D'une part, il y a quand même de pouvoir prendre en compte, dans le cadre d'un centre constitutif, l'intégralité des patients qui sont suivis, que ce soit à Toulouse ou à Montpellier. Et pour chacun des centres constitutifs qui, éventuellement, seront labellisés. Or, effectivement, si on part en centre de compétences pour un côté et constitutif pour l'autre, il y a tout un tas de patients qui sont suivis, encore une fois, on vient de le dire, par les mêmes médecins et qui ne sont pas pris en compte, valorisés, parce qu'ils sont, entre guillemets, dans un centre de compétences. Donc ça, c'est quand même un point, et surtout si on veut revenir sur ce qui a été dit avant, c'est-à-dire favoriser des RCP,
régionale, une organisation aussi territoriale qui ait du sens. Et là, elle a particulièrement du sens parce qu'il y a 2 centres, Toulouse et Montpellier, qui sont à peu près équivalents en démographie. Par contre, l'organisation est vraiment potentiellement améliorée. Je crois qu'il faut quand même réfléchir sur tous ces aspects avant de dire formellement ah ben non, ça peut pas être constitutif. Il faut que ce soit un centre Après, et de ne pas pouvoir merger d'une ouais, certaine manière les deux. Il y a la piste que j'évoquais tout à l'heure qui permet de rester un peu là-dedans, c'est qu'un hôpital prenne la responsabilité pour les 2 hôpitaux via une convention hospitalière et donc en disant bon écoutez, le site il est à Toulouse, on a tendance à voir un peu plus de patients, il y a un peu plus la coordination qui se fait à Toulouse, même si Montpellier est extrêmement actif. Donc le site sera un site à Toulouse, constitutif, et d'ailleurs vous allez voir les publications qu'on a, les trucs, les machins, et on a une convention par ailleurs qui trace ça, acte le fait que les publications sont reconnues comme étant tout cela rattaché à ce site, à l'hôpital de Toulouse, et c'est légitime parce que les équipes, de fait, de par l'organisation régionale, travaillent très étroitement ensemble, etc. C'est une façon, si vous voulez, de déléguer, de déporter le problème au niveau interhospitalier. Mais c'est là où, du coup, d'autres sujets peuvent se présenter. On va avoir le sujet de Rouen et Caen parce que ça va nous faire revenir en arrière. Parce que Rouen et Caen, il y a déjà ça existe déjà. C'est un centre constitutif bicite qui existe déjà, qui est déjà qualifié tout à de fait, bicite. Et donc là, en fait, ça va nous faire revenir en arrière. Parce qu'en fait, le centre clinique est à Rouen et à Caen, c'est un centre essentiellement moléculaire. Si, c'est un centre bicite, Rouen-Caen. Tu me diras, Ardo, mais ça doit être vraiment l'exception, parce que sur les 400 centres... Oui, non, mais c'est totalement exceptionnel, et c'est là où c'est une réponse d'ailleurs que Céline, qui est plus compétente que moi, malheureusement sur ces sujets-là, m'avait adressé, c'est effectivement que c'est le modèle de la convention inter-établissement que j'évoquais tout à l'heure, qui est, à mon avis, la solution... En fait, je crois que c'est le problème, il vient pas ou du ministère ou de la BNDMR. C'est une question de RGPD, c'est une question de responsabilité du DPO de l'établissement, et c'est une question autour de la data. Et donc, on peut pas passer la data d'un établissement à un autre établissement. C'est pour ça que là, il faut une convention. J'ajoute que la convention, elle sera nécessaire parce que si le but clairement, c'est d'obtenir des subventions, ce qui est le moins qu'on puisse dire légitime, d'obtenir des moyens, de toute façon, la subvention, vous n'allez pas vous la passer par une valise, évidemment, c'est par une convention. Donc, de toute façon, il y a une convention qui devra voir le jour. Donc, si vous voulez, c'est là où les choses sont pas si bancales qu'elles en ont l'air et qu'en fait, à la fin, tout fait un petit peu sens quand même. Donc, je pense, voilà, c'est la solution, elle est là sur cette convention qui dira, bon, déjà, d'un point de vue de labellisation, voilà comment on est fichu, et surtout, d'un point de vue réattribution des subventions, voilà comment on s'organise. Il faudrait que ça soit restreint au GH ? Non, ou pas GHT, là, non. Les GHU Nord. Non. Ouais. Par site. Ouais. Oui, non. Je vais passer très vite puisque je crois que là, voilà. Alors, en fait, vous avez les diapos. Je vais vraiment m'arrêter peut-être sur celles qui sont vraiment en supplément de ce qu'a dit Anne-Sophie. Là, en un mot, c'est pour vous dire que sur l'observatoire du diagnostic, Anne-Sophie vous a dit où on en était. En fait, je vais juste vous présenter ça et après, je vous présente pas le reste. C'est que, en gros, le plan, il est sorti le 3 juillet 2018. On a tout de suite fait ce qu'on pouvait pour essayer d'amorcer une phase pilote. Cette phase pilote, elle a eu lieu la première année. Avec Filnemus, elle a permis de voir que pour tous les patients sans diagnostic, c'était pas facile de collecter des données phénotypiques hyper compliquées, qu'en fait on pouvait pas étendre ça à toutes les filières, que c'était pertinent pour Filnemus. Ils en sont à près de 10 000 patients inclus, donc eux, ça arrive tout de même. Pour autant, ça se généralisait pas à tous les patients sans diagnostic. Donc, d'où le fait qu'on est parti sur ces fameux scénarios. Je prends que le set de données minimum, mais je le fais plus loin. Voilà. Et cette année a été une phase essentiellement organisationnelle où il y a eu ces recrutements, déploiement de ressources.
l'année prochaine, on entre enfin dans la phase où on va pouvoir du coup regarder des données qui font un peu plus sens. Et je vous ai mis là un certain nombre de graphiques qui sont ceux qu'on regardera sur la répartition de l'âge diagnostic, l'écart entre l'âge diagnostic et l'âge au premier signe, les diagnostics, les types d'investigations réalisées. Voilà, il y a un certain nombre d'indicateurs. Je passe très vite là-dessus puisque c'est tous les indicateurs sur lesquels on travaille et qui sont la finalité du coup de l'observatoire, sur lesquels on reviendra plus fort l'année prochaine. Le cartouche génomique. Derrière le terme cartouche, il faut essayer de l'oublier parce qu'il est souvent, il crée un peu de confusion. En gros, ce que ça veut dire, c'est un peu comme un pétale dans l'ancien sens de Semara. En gros, il y a le set de données minimum maladie rare et on rajoute une petite pochette supplémentaire. Pas pour tous les patients. Pour certains patients, il n'y a pas du tout nécessité et pertinence d'avoir une information génomique, mais pour ceux pour qui c'est pertinent, il y a des données complémentaires. Là, on travaille activement en ce moment avec Sequoia et Oragen pour que dans les outils Spice et iGen, pour les prescripteurs d'entre vous qui les utilisent, pour que dans ces outils-là, je sais pas... alors là, vous avez par exemple une capture d'écran de Spice et c'est parce qu'il n'y a pas de place sur la slide pour vous mettre celle de iGen, mais c'est la même chose sur iGen. Pour mémoire, Spice, l'outil d'e-prescription de Sequoia, iGen, l'outil d'e-prescription d'Oragen. Donc vous pouvez voir cette diapositive. Là, à gauche, vous avez Bamara. À droite, vous avez Sequoia. Et quand ensuite vous dites c'est n'importe quoi, on nous demande de ressaisir les données, comme vous pouvez voir, on l'a bien compris. Il est clair que c'est exactement les mêmes données. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à ça. Donc que dans Bamara, de toute façon, le set de données minimum, il est collecté pour tous les patients. Que vous êtes sur la page de votre patient. Vous avez dans Bamara un seul clic à faire qui est « Je souhaite initier une prescription génomique ». Si vous êtes au CHU de Rouen, vous basculez vers la page de Spice. Si vous êtes à Montpellier, vous basculez sur la page iGen. Là, vous vous authentifiez et votre patient, toutes les données du SDM sont déjà pré-remplies. Vous n'avez plus rien à pré-remplir, les données sont là. Donc ça, c'est la flèche qui va du SDM jusque-là. Pareil pour la RCP, puisque on l'a dit, la double saisie, en fait, c'est pas une double saisie, bien sûr, c'est une triple, quadruple, tout ce qu'on veut. Donc vous avez parlé tout à l'heure de chers confrères. Mais avant d'aller de Bamara, Spice et iGen, il faut déjà se parler sur chers confrères. Et là, rebelote, ressaisir les mêmes données. Donc là, pour l'instant, nous, le parcours de données qu'on propose se limite à l'interaction Bamara, Spice et iGen. On ne peut pas travailler avec tous les acteurs, donc chers confrères, Rofim et Sarah, pour l'instant, on ne peut pas interagir aussi avec eux. Au moins dans un premier temps, ce qu'on recommande vivement, c'est que quand vous faites votre RCP, s'il y a des items HPO, des commentaires textuels à ajouter dans le cadre de la RCP d'amont, vous pouvez le mettre directement dans Bamara et vous servez de chers confrères de Rofim et de Sarah essentiellement comme des outils de visioconférence, ce qu'ils sont. Chers confrères, je rappelle que c'est essentiellement un Zoom. Et donc, vous partagez votre écran, comme ça vous pouvez compléter les données et les enrichir. Elles sont basculées automatiquement dans Spice et dans iGen. Cette bascule automatique, notre cible de mise en production, c'est juin de l'année prochaine, donc dans 6 mois. Bon, on discute avec les équipes techniques, on pense que ça tient à peu près. Et ensuite, il y aura le circuit en fait dans l'autre sens. Là, notre cible, c'est décembre de l'année prochaine, c'est un peu plus long, pour que un résultat standardisé de génomique. Vous savez qu'aujourd'hui, un résultat Spice, un résultat Sequoia, c'est pas tout à fait la même chose qu'un résultat Oragen. Il y a certaines terminologies qui sont pas tout à fait les mêmes, c'est pas exactement les mêmes items. Donc là, on va harmoniser tout ça. Et de la même manière, par un bouton sur Spice ou sur iGen qui sera « Je veux renvoyer ça dans Bamara », les données seront renvoyées dans Bamara. Donc ça, c'est décembre pour le coup 2022. Vous avez la filière et les filières de santé maladie rare ont été sollicitées pour donner leur avis sur les items de ce cartouche génomique et on va discuter avec le plan France Médecine Génomique. Le réseau NGS Diag va également donner son avis. Donc on finalise tout ça d'ici à la fin de l'année pour que vraiment tout le monde soit d'accord sur les items et puis ensuite on déroule. Voilà, le dernier point, c'était l'accès aux données. Donc dans Bamara, bien sûr, vous pouvez par un clic récupérer toutes vos données sur un fichier Excel. Vous pouvez donc les extraire, ça c'est les captures d'écran que vous connaissez. À quoi ça sert toutes ces données? Je m'arrête juste sur les doubles traits rouges que vous voyez là. Dans Bamara, il y a des données médico-administratives qui peuvent être biaisées. C'est typiquement vos activités maladies rares. Quand je dis qu'ils peuvent être biaisées, c'est que c'est compliqué, même la définition d'activité maladie rare. Plein de fois, on nous pose la question, est-ce que ça, c'est vraiment une activité maladie rare? Est-ce que je la mets ou pas? Bon. Et on sait que ces activités, elles sont utilisées dans Pyramide. Donc ça, c'est du médico-administratif. Tout le reste,
Le diagnostic, toutes ces choses-là, n'a rien à voir. Vous pouvez mettre n'importe quel diagnostic dans Bamara, ça n'aura évidemment aucun impact sur vos subventions. Voilà, le seul intérêt, c'est de mettre le diagnostic pertinent à des fins épidémiologiques. Donc voilà les différentes études que l'on peut faire derrière en matière d'épidémiologie et de santé publique. 3 exemples de cas d'usage, mais enfin, je pense que c'est un peu implicite à ce que je viens de dire. La procédure d'accès, c'est assez simple. Il y a une adresse mail que vous voyez à droite là qui s'appelle analyse.bndmr@aphp.fr. Elle est sur notre site. Avant d'écrire à cette adresse, où on répond derrière, il faut donc remplir un formulaire qui permet de dire voilà qu'est-ce que je veux faire comme pour accéder à mes données. Et ensuite, les données sont mises à vos dispositions très rapidement selon le type de demande. Un exemple d'étude, et il y a un exemple d'étude dans votre filière à ce sujet, c'est les données chaînées entre la BNDMR et l'assurance maladie. Là, je prends un tout petit peu le temps de m'arrêter là-dessus. Derrière ce schéma un peu compliqué, donc ça, c'est comme ça qu'on représente en général les bases de données, mais peu importe. Ce que vous voyez à droite en violet, c'est typiquement les données de l'assurance maladie. Les données de l'assurance maladie sont très larges puisqu'il y a toutes les prises en charge de ville, à l'hôpital, toutes les consommations de médicaments. Je ne sais pas si le patient a pris son médicament, mais enfin, je sais s'il est venu à la pharmacie le récupérer. Donc, s'il vient régulièrement le récupérer, il y a quand même des chances qu'il le consomme. Et donc, il y a toutes ces informations-là. Par contre, je ne sais pas qui a quel diagnostic. Pourquoi ? Parce que le diagnostic dans les données de l'assurance maladie, c'est fait par le PMSI, les départements d'informatique médicale. Et là, pour le coup, il y a un biais médico-administratif. Et puis, il y a aussi une saisie qui n'est pas toujours celle qu'il faut. C'est les codes SIM10 qui sont insuffisamment précis, etc. Donc, ce qu'apporte la BNDMR, c'est essentiellement le diagnostic, l'information qu'il y a eu une prise en charge dans vos sites, puisque dans les données de l'assurance maladie, je sais que le patient est venu à Necker, mais je ne sais pas du tout s'il a vraiment été vu par vous. Donc là, on apporte cette information-là et surtout le diagnostic. Donc typiquement, là par exemple, je cite une étude qui a été publiée par Geneviève Boja, qui est là, qui a été publiée en 2017, qui illustrait que sur la dysplasie fibreuse ossifiante, justement, c'est intéressant, dans les données de la BNDMR, il y avait grosso modo, il y avait les 100 patients, et effectivement, dans les données de l'assurance maladie, vous ne pouvez pas les retrouver, donc c'est en se enchaînant que vous arrivez à les retrouver. Voilà, là vous avez la liste des demandes d'exploitation. On a bien sûr un comité scientifique et un certain nombre de mécanismes de sécurité. Et là, je vous donne 5 études en cours sur le modèle que je viens d'évoquer, BNDMR et données de l'assurance maladie. Il y en a une qu'on a beaucoup de mal à faire pour des raisons réglementaires. Je pense qu'on porte tous dans nos cœurs les contraintes réglementaires diverses et variées auxquelles on est soumis. En tout cas, donc c'est un chaînage complet de toute la BNDMR avec les données de l'assurance maladie pour regarder les parcours de soins des patients atteints de maladies rares au global. Une deuxième qui fait l'objet d'un poster prochainement, toujours sur la dysplasie fibreuse ossifiante, et en lien avec un laboratoire, le laboratoire Ipsen. Il me semble d'ailleurs que le laboratoire est présent dans la salle. Donc sur la description des sujets, de leur handicap, du coup et de la mortalité. Je précise que dans ce cas-là, le laboratoire, c'est pas secret, finance l'étude, et c'est, je pense, une opportunité qui est vraiment gagnante pour tout le monde, puisque le prix est beaucoup plus faible que ce que ça coûte vraiment de rassembler ces données. Vous le savez très bien, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une charge de travail très importante. Donc pour le laboratoire, c'est un prix très faible. Pour autant, le laboratoire peut quand même apporter un financement qui, lui, est important, permettant de faire une belle étude, voire d'avoir un peu plus d'argent que vous pouvez ensuite utiliser pour faire d'autres études. Voilà. Donc c'est vraiment un modèle qui est à décliner. Vous voyez que sur toute votre filière, sur les 5 études en cours, il y en a une seule sur 100 patients. Comme vous avez en fait beaucoup de patients sur plein de maladies différentes, si vous voyez l'opportunité, parce qu'un laboratoire a une thérapie innovante et donc souhaite faire une étude avant-après ou décrire le parcours de soins actuel des patients, et ben voilà, c'est des choses qu'on arrive maintenant à vraiment bien faire. Il y en a une actuellement sur la dystrophie musculaire de Duchenne, dans la filière Philnomus, où là c'est le laboratoire Pfizer qui est impliqué. Il y en a une où cette fois-ci c'est le ministère de la Santé qui finance l'étude. C'est une demande de l'Assemblée nationale qui souhaite pour les enfants atteints de variations du développement génital. On a parlé un peu dans la presse sous le terme un peu inadapté des intersexes. Mais enfin, donc, pour les variations du développement génital, on fait donc une étude qui est exactement celle sur le format que je viens de vous décrire juste avant. Et on a une autre, en l'occurrence avec la filière FI2R, qui est le repérage des patients atteints de maladies auto-immunes systémiques. Et donc, ils font un petit algorithme sur les données de l'assurance maladie et on le valide avec les données de la BNDMR. Ça, c'est le calendrier indicatif. On a bien sûr une page qui décrit toutes les études en cours, donc vous pouvez réaliser, les voir. Voilà, et j'en termine. Merci beaucoup. Je sais pas si...
merci Arnaud pour la présentation sur la BNDMR et de nous avoir fait plus près du micro. Ça marche. Ça ne passe pas. Du coup, là, on va refaire un petit point sur l'Observatoire du diagnostic. Et avant de pouvoir vous aider dans la saisie dans Bamara, on vous laisse rendre compte un peu de l'état des lieux au niveau de la filière, de la saisie, de l'état du diagnostic. Et donc, on a commencé, donc ça, c'est le petit rappel sur le plan maladies rares, l'Observatoire du diagnostic, les missions, donc développer la saisie, réduire l'errance diagnostique. Donc, on a commencé par faire une extraction des données qui étaient saisies dans la BNDMR. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a aujourd'hui 73 centres qui sont reliés par rapport à l'ensemble de la filière et qu'aujourd'hui, il n'y a que 49 centres qui ont des données saisies. Donc, il y a plusieurs explications à ça, soit parce que le connecteur n'est pas mis en place et que les données attendent d'être transférées, soit parce qu'il y a un certain nombre de verrous qui empêchent la saisie. Aujourd'hui, il y a quand même plus de 25 000 fiches pour lesquelles il y a à peu près 30% qui sont complètes ou pour lesquelles le set de données minimum est complet. D'autres pour lesquels il manque certaines informations, et il y en a encore à peu près 20% pour lesquels il y a une modification majeure où il manque des éléments. Et c'est sur ces 23% qu'on va essayer de travailler avec des ARC pour venir vous aider. Ensuite, donc, ça c'est la partie état du diagnostic. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a 47% des patients qui ont un diagnostic confirmé, mais qu'il y en a encore plus de 20% pour lesquels le diagnostic est indéterminé ou non renseigné. Soit parce que la fiche n'a pas été mise à jour, soit parce que on a des verrous technologiques qui empêchent de poser un diagnostic. Et ensuite, on a fait aussi une enquête pour avoir le retour des centres et le retour terrain. Donc là, il y a eu 62 centres qui ont participé à cette enquête. Donc c'était un questionnaire. Tous les centres constitutifs et coordonnateurs ont répondu. Pour les centres de compétences, on est presque à la totalité. Il en manque un quart. En termes de volumétrie de patients, il y a majoritairement entre 100 et 1000 patients en file active. Et en termes de consultation, on est principalement sur de l'adulte et de la pédiatrie et un petit peu d'anténatal. Ce qui a été intéressant de voir aussi, c'était les retours sur quel type de DPI vous avez, votre utilisation de Bamara. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une grosse partie des DPI qui sont informatisés ou partiellement informatisés. En termes de fiches thématiques sur les maladies rares, il y a quand même plus de 60% des DPI qui n'ont pas de fiches thématiques. Donc ça implique derrière d'utiliser l'application Bamara, puisque les données ne seront pas transférées. Et qu'aujourd'hui, il y a 40% des centres qui utilisent l'application ou qui transfèrent leurs données dans Bamara. Pardon. Qu'est-ce que tu appelles une fiche thématique? Tu peux revenir par exemple, en arrière, la fiche maladie rare. Reviens sur ta diapo. La fiche maladie rare, c'est une fiche thématique. D'accord. Vraiment centrée, où on saisit toutes les données. J'ai juste une petite précision. Il y a des endroits où la fiche maladie rare existe, mais où pour l'instant les professionnels préfèrent passer par le mode non connecté et de ne pas la remplir. Donc ça module un petit peu. Et un point qui était intéressant aussi pour nous, c'était de savoir quelles étaient les problématiques et les blocages au niveau de la saisie. Bon, le principal, ça reste le manque de personnel et le temps. Mais il y a certaines où la double saisie, mais il y a aussi des centres qui ne sont pas informés que Bamara a été déployé dans leur centre. Et c'est là où on va avoir des actions à mener pour de la formation et de l'aide à la saisie. Donc là, on va recruter on va faire appel à des arcs libéraux, je l'ai précisé un peu plus tôt, pour lequel une a déjà commencé dans le centre coordonnateur CAP pour mettre à jour toutes les données des fiches maladies rares et de la file active du centre. Et l'idée, c'est d'avoir un réseau d'ARC qui se déploie dans les centres et qui viennent vous aider pour du contrôle qualité, du monitoring, etc. Voilà, et je vais passer la parole à David pour tout l'aspect guide de saisie. Le nouveau guide saisie. Ça arrive. Donc, on a choisi les idées pour mettre ça en forme d'un wiki. Comme ça, tout le monde va voir ça. C'est vraiment inspiré par le doc qu'on a reçu chez Bamara et le guide de codage que j'ai vu chez Ondira et TEDQ. Avec la forme d'un wiki, en espérant pour faire une bonne harmonisation de
la méthode de remplissage et le guide de codage avec le réseau pour les différents types de MOOC. Aussi, ça doit être bien exhaustif et bien vivante. Ça, c'est la partie assez importante, vivante pour discuter et pour modifier et trouver les erreurs, et, etc. Donc, très vite, ça c'est un page typique, c'est exactement comme vous trouvez chez Wikipédia. C'est le même logiciel en dessous, avec les catégories qui existent à chaque page. J'ai mis les différentes catégories, et comme ça, tu veux sélectionner la catégorie depuis le menu de navigation vers le côté. Encore, c'est un outil de recherche super puissant. Tu peux rechercher le mot et ça va sortir tout de suite, soit une catégorie si ça existe, et soit la page, et soit la page avec sa mot qui existe dedans. Donc aussi, typiquement, tu as un barre de menu avec la partie pour les discussions, pour voir les histoires de ces pages et pour éditer si vous êtes dedans, pour faire la modif. Et aussi, en même temps, tu peux faire la création de votre propre compte. Donc, je peux vous inviter précédemment pour faire ça, et tu peux m'envoyer un email pour recevoir ton mot connexion. Prochainement, avec sa guide saisie, vraiment, c'est pour partager la connaissance. Peut-être c'est pour un agenda et pour la formation, et pour participer à les enquêtes et les utilisations et pour l'amélioration soit de les guides, soit de Bamamara en général. Et autre chose en général aussi, ils sont autres idées qui arrivent dans mon tête. Elle est dans... Oui, ça, c'est le guide saisi très vite. Merci. Merci David. Alors, au début, il voulait faire une démonstration en direct, tout ça, et on s'est dit que ça allait peut-être un petit peu long. Mais pour autant, on va vous proposer, je pense, un petit crash test pour vérifier, pour tester à plusieurs. Voilà, on vous proposera une petite date pour le faire en ligne. Je pense qu'on va organiser ça rapidement. Ouais. Et puis ensuite, voilà, David vous invite vraiment à créer votre propre compte. Donc, n'hésitez surtout pas à revenir vers lui. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on a du temps pour des questions. Tu peux donner le micro. Elle s'adresse à qui? Alors, au premier qui a présenté. Arnaud? Oui. Il avait parlé de cas complexes, mais moi, ma question concerne le fait, est-ce qu'on peut inscrire un seul et même patient dans deux centres différents? Par exemple, est-ce qu'un patient peut être aussi bien dans CAP que dans MOOC? Oui, bien sûr, si le patient est vu sur ces deux sites. Parce que le patient a déménagé, parce qu'il il est pris en charge dans un centre de compétences et une fois par an, il va dans un centre de référence. Ça, bien sûr, c'est tout à fait non seulement possible, mais même c'est exactement ce qu'il faut faire. Non, je pense que ma question n'a pas été claire. Le patient, on donne un exemple, il est sur le CHU de Rouen et il a une pathologie qui peut être classée soit dans les MOOC ou dans CAP. Est-ce que dans la file active, ces deux centres pourront le comptabiliser après? Non. Parce que c'est vraiment un seul patient, et donc s'il est pris en charge à Rouen, il est pris en charge à Rouen pour sa pathologie sur le site labellisé à Rouen. Oui, le problème c'est que dans le polyhandicap, par exemple, on a souvent le même patient qui a une MOOC et aussi une maladie qui rentre dans le cadre... Alors ça c'est quelque chose qui a été à un moment donné un petit débat là-dessus, parce que, alors notamment dans la filière handi-rare, il y a un certain nombre de patients qui ont une anomalie du développement et une déficience intellectuelle. Je suis labellisé déficience et handi-rare, est-ce que je rentre le patient sur mes deux sites, etc. Bon, déjà c'est troublant un petit peu comme question, puisque tout le monde en a marre de saisir des données, et là on a même carrément envie de saisir deux fois le patient. Après je comprends que pour des raisons médico-administratives et pyramiques, ça présente un avantage, mais clairement
clairement, la réponse là-dessus, elle est claire, c'est non. Le patient, même si vous êtes labellisé sur 2 sites, et d'ailleurs ça pourrait même être un site qui n'est pas de la filière Oscar, et vous prenez en charge le patient, voilà, vous renseignez la prise en charge sur un seul site, celui le plus pertinent par rapport à la prise en charge, même si ensuite vous allez parler aussi de sa maladie dans sa globalité. Vous êtes sûr que c'est ça qui est marqué sur le guide? Parce que j'ai un petit doute. Alors sur le guide, c'est marqué que chaque centre de référence doit enregistrer son malade à son niveau. Voilà, non, je suis confiant dans le fait que le guide est certainement pas toujours assez clair. Je suis à peu près sûr qu'en tout cas, il ne dit pas quelque chose de contradictoire avec ce que j'ai dit. Par contre, je prends votre point qu'il faut peut-être qu'on l'explicite encore plus, mais je serais quand même surpris qu'on ne l'ait pas déjà explicité dans le guide ou dans nos FAQ. Mais Un malade peut avoir 2 diagnostics différents. Ouais. Alors, je rappelle que les diagnostics et les prises en charge, d'ailleurs, c'est un choix qui a pu être contesté, ne sont pas liés. Hein. Donc, un patient, il est pris en charge sur un site et après, il peut avoir plusieurs maladies. Donc, dans ce cas, vous pouvez renseigner les 2 maladies, mais par contre, il est pris en charge une seule fois. S'il vient à telle date, voilà. Alors, je suis peut-être pas clair sur quelque chose. Ah, bien sûr. Ah non, ça c'est clair. Ça c'est clair. J'ai plus de micro. Non, sur une venue, non, ce que je dis, c'est que par exemple, une raison. C'est ce que vous avez raison. Sur une venue, il vient pour une question. Exactement. Mais il peut avoir 2 maladies et être sur 2 files actives de 2 centres de référence. Par exemple, pour répondre à votre question, Lisa Friedlander, si vous êtes sur un site où vous êtes labellisé Tête-Cou et Oscar, et vous prenez en charge un patient pour une ostéogenèse imparfaite, mettons que... et là, vous dites, bon, alors du coup, qu'est-ce que je fais? Il est venu aujourd'hui, 1er janvier 2021, est-ce que je crée 2 activités? Une pour mon site Tête-Cou, une pour mon site Oscar. Là, la réponse, elle est claire, non. Une seule activité pour un seul des 2 sites. Voilà. Tu sais bien que ça ne se passe pas toujours comme ça dans la vraie vie. Souvent, on voit... C'est tout la question des patients en transfilière. Et parfois, ils sont dans 3 filières, par exemple. Les patients en DIRAR, ils sont dans plein de filières. Nos patients Tête-Cou, ils sont dans os, dans Fimarade, dans Mémo, tu vois. Est-ce que il y a plusieurs questions. Il y a la question de la valorisation de notre activité et après de notre relabellisation possible. Et après, il y a le problème de l'extraction des données, de ce qu'on en fait en termes de veille épidémiologique et d'utilisation de ces données dans le but de la recherche. Donc, est-ce que finalement, c'est un gros problème qui soit inscrit On voit bien quand moi, je vous demande de faire des extractions pour des études, les doublons ressortent et les patients ne sont pas à plusieurs endroits en même temps. Après, c'est à nous de penser quelle est la filière ou le centre de référence qui les caractérise le mieux pour pouvoir les ranger quand on fait des études. Tu vois? Donc en fait, peut-être que c'est pas... Alors l'enjeu, c'est là où effectivement il faut être précis sur les termes. Il y a la notion de prise en charge qui n'est pas comptabilisée dans Pyramide, et il y a la notion d'activité. Donc nous, ce qui est une règle, c'est que une activité, une visite, une hospitalisation, quelle qu'elle soit, une activité, elle apparaît une fois dans Bamara, c'est tout. Voilà, c'est vraiment ça. Après, effectivement, la prise en charge, c'est un peu différent. Autrement dit, quand on a plusieurs maladies, dans le cadre des fiches maladies rares, on a une fiche maladie rare par maladie. Et après, selon l'activité qu'on va avoir autour de ces maladies-là, on va avoir une actualisation sous forme d'un suivi. Et c'est ça qui sera comptabilisé dans notre activité? Alors, je pense que vous êtes à la PHP, ou en tout cas, vous utilisez Orbis d'après les termes que vous utilisez. Non, c'est pas du tout contre vous, bien au contraire. En fait, malheureusement, effectivement, dans la déclinaison de rien qu'un set de données minimum, vous voyez, c'est un tout petit peu compliqué parfois de bien le mettre en place. Donc, par exemple, ce qu'on appelle suivi à la PHP, c'est ce qu'on appelle activité dans Bamara, pour que tout le monde s'y retrouve. Donc, dans Pyramide, ce qui vous est demandé, c'est typiquement le nombre de patients de votre file active. C'est défini comme ça, c'est tous les patients qui ont au moins une activité dans l'année. C'est même un peu plus précis que ça, c'est une activité où ils sont vus, etc. Bon. Donc c'est ça qui va être utilisé pour compter la chose. Par contre, le diagnostic, lui,
est utilisé à des fins tout autres, qui sont des fins épidémiologiques et autres. Oui, nous, on s'est rendu compte d'une problématique liée à la dernière labellisation MOC-MOC, MOC-DF. C'est que finalement, dans une même ville, tous les centres de compétences n'ont pas été retenus. Donc, en l'occurrence, quand il y avait un MOC, le MOC-DF n'était pas retenu. Et c'est vrai que là, on s'est rendu compte, notamment quand on est passé à la pratique, et avec Rosemary à Strasbourg, qui a réalisé finalement que son centre de compétences n'était pas affiché sur Bamara, alors que son activité, elle existe et elle est importante. Donc on a un petit peu bidouillé, passez-moi l'expression, elle a mis son nom, mais finalement sous le centre, tu m'arrêtes Rosemary si je me trompe, mais sous le centre MOC-MOC, alors même que la responsable du MOC-MOC disait non, mais en fait c'est bien deux entités différentes. Donc en fait, là, c'est fait comme ça, mais j'espère quand même que ça va être rattrapé et que ça va pouvoir être quand même reconnu. Alors, est-ce qu'on a... Alors bon, on espère qu'avec la nouvelle labellisation, ça sera mieux tracé, et je pense que c'est vraiment important. Je pense qu'en fait, je me risque à essayer de dire quelque chose d'un peu plus général sur l'évolution des plans maladies rares, mais c'est vrai que la toute première labellisation, la notion de centre, c'était des contours même un petit peu plus flous encore que dans la labellisation actuelle. Et pourtant, dans la labellisation actuelle, on voit bien qu'il y a encore des cas comme ça qui sont pas satisfaisants. Donc là, c'est pour ça qu'on a travaillé avec le ministère pour vraiment que la prochaine labellisation, ça soit vraiment bien clair, ce quadruplet que j'ai évoqué, et qui permet au moins d'y voir parfaitement clair et que tout le monde s'y retrouve, et qu'on n'ait plus des cas où on se dit, bon, mince, où est-ce que je suis ? Oui, ça sera tout l'enjeu de la prochaine labellisation, et on discutera avec la DGOS et la BNDMR de tous ces points. Il nous reste du temps pour une petite dernière question, parce qu'on est dans le timing parfait, donc c'est juste super. Merci à tous. Est-ce que quelqu'un a une dernière question pour... J'aurais voulu qu'Agnès clôture, mais elle est allée accompagner Anne-Sophie Lapointe cette matinée. Ah, encore une petite question. Tiens, Doriane, juste une... Voilà. Alors, quand on a à la fois la fiche Orbis maladies rares et Bamara, quel site il faut remplir préférentiellement ? Alors, le conseil, ce qu'on recommande vivement, c'est quand vous avez une fiche dans votre DPI, de passer par votre DPI. Donc vous avez Orbis, passé par Orbis, parce qu'encore une fois, là où vous allez gagner du temps au début, vous allez certainement, les retours qu'on a, c'est qu'au début, on perd du temps, c'est très agaçant, parce que justement, dans la fiche Orbis, il y a des mots comme ça, comme le suivi, qui n'est pas la même chose que le mot activité, on s'y perd un peu, et puis c'est toujours difficile de passer sur un nouvel outil, on a un petit peu perdu, on n'y a pas totalement confiance dans le fait que les données soient bien transférées, etc. Ensuite, une fois qu'on dit, bon, ça y est, maintenant j'ai bien vu, les données sont systématiquement transférées, il n'y a pas de problème, et je me suis habitué un peu au terme dans Orbis, on ne peut que gagner en fait beaucoup de temps, parce que je pense que tous ceux qui utilisent Bamara, ça vous est arrivé de perdre du temps à renouveler votre mot de passe, à devoir aller chercher votre numéro dans votre boîte mail, à devoir renseigner le nom, le prénom du patient, puis on ne sait plus trop en plus où est-ce qu'il habite, etc. Bon, là au moins vous êtes dans Orbis, vous n'avez rien à faire de tout ça, vous n'avez pas besoin de vous identifier sur rien, le patient il existe déjà, c'est tout ça de gagner, quoi. Sauf qu'il faut quand même ressaisir le premier contact. Oui, et ça, alors absolument. Et ça demande. Et ça, alors je vous remercie de me donner l'occasion de dire un tout petit mot là-dessus. Le premier contact, en fait, il est vraiment important parce que justement pour toutes les études sur les parcours de soins, savoir. Si vous voulez savoir combien de fois le patient est venu en 2015, c'est pas forcément dramatique. Maintenant, vivons les années suivantes. Par contre, savoir la première fois qu'il a été vu par vous, ça c'est capital, puisque si vous ne déclarez que à partir de 2021, on va se dire, dis donc, il y a plein de patients, ils ont été pris en charge en fait très très tard, ce qui bien sûr ne serait pas du tout conforme à la réalité. Donc d'où l'importance vraiment au moins de dire, moi ce patient, je sais, ça fait 5 ans que je le vois, et donc je mets la date du premier contact. Parce que dans la fiche maladie rare, donc Orbis, la date premier contact, c'est pas obligatoire, c'est pas transféré sur Bamara. En fait, moi, aux dernières nouvelles, la solution qui était plutôt privilégiée, c'est de créer justement un suivi, c'est-à-dire une activité qui correspond à la première fois que le patient a été vu. D'accord. Mais je pourrais me renseigner avec l'équipe Orbis pour bien comprendre là-dessus. Ok, merci.
Merci beaucoup, merci Arnaud. Donc, on a bien entendu votre appel pour vous proposer des sujets d'études. Hein. Je pense que, puisqu'on a discuté pas mal de recherche, je pense que c'est vraiment un point très important pour la filière. Voilà, je vous propose qu'on revienne en particulier le groupe de travail. Il y a le groupe de travail recherche, le groupe de travail qui est animé par Registre, voilà, animé par Déborah et Karine Briot. Et donc, je pense que voilà, ça va être un point important.